Mon nom c'est Tom Verhofstadt, je suis historien de l'art. Je travaille déjà depuis presque 20 ans au sein de la direction des monuments et sites, actuellement la direction du patrimoine culturel. Et depuis que je suis engagé ici, je m'occupe de l'inventaire du patrimoine architectural. L'inventaire est en fait la première outil de référence qui détermine ou qui détermine qu'est-ce qui est le patrimoine architectural au sein de la région. On indique les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale quelconque. Peu importe l'échelle de la présence de cette valeur, ça peut être quelque chose de très minimaliste, mais ça peut aussi quelque chose d'être de très maximaliste. Tout ça avec une mise en contexte urbanistique, paysagère, et tout ça aussi avec dans la possibilité d'expliquer pourquoi l'immeuble ou l'ensemble des bâtiments se trouve à l'inventaire. Donc c'est un inventaire motivé et justifié, où les biens répondent à des critères et à des valeurs patrimoniales. L'essentiel des biens qui sont inventoriés aujourd'hui, quels qu'ils soient, parce qu'il y en a aussi là-dedans qui sont du XXe siècle, ils sont essentiellement dans le Pentagone et dans ce qu'on appelle la première couronne, donc les communes qui jouxtent le Pentagone. C'est-à-dire que l'inventaire historiquement du patrimoine, c'est un inventaire qui est lié plutôt au patrimoine d'avant le XXe siècle, essentiellement 19e, la ville majestueuse du 19e siècle. Il y a déjà beaucoup qui est fait. On a à peu près 18 inventaires topographiques. Ce sont toutes les communes, genre Pentagone, Saint-Jostenot, Scarbeck, Ixelles, Saint-Gilles. Toutes ces communes ont déjà été inventoriées d'une façon exhaustive. Ça veut dire qu'on va sur place, on photographie l'ensemble du bâti, on fait un dépouillement au sein des archives, les fonds d'urbanisme, les fonds de travaux publics, là où se trouvent les permis de construction, et on fait une sélection, on les décrit. Dans tous les biens qui sont repris dans l'inventaire, il y a à peine 5% qui est du XXe siècle, tandis que la grande masse construite en région bruxelloise, c'est le XXe siècle. Notre équipe se cherche de compléter donc cet inventaire qui existait en s'intéressant en fait à des biens qui ont été construits entre 1939 et 1999. On a été missionné principalement pour la seconde couronne de Bruxelles. Donc il s'agit de 14 communes. La période qui nous intéresse est une période qu'on dit moderne, qui veut dire beaucoup de choses. Et en tout cas, c'est une période dans laquelle la manière de dessiner, réaliser la ville a beaucoup évolué par rapport au 19e siècle, même au début du 20e. Dans laquelle, en plus, dans une ville comme Bruxelles, il y a eu toute une série d'opérations immobilières à plus grande échelle, dans laquelle l'urbanisme inspiré des idées modernistes a souvent créé des quartiers où on a une série de bâtiments isolés dans des espaces de verdure assez importants. Et donc le rapport entre le bâti et le paysage est parfois extrêmement intéressant et devient l'élément qualitatif, parfois plus que l'architecture même. L'inventaire se base sur un certain nombre de valeurs, de critères qui sont prédéfinis par l'administration, qui sont très pertinents, mais qui ont cette caractéristique d'avoir essentiellement été forgés, parce que ça ne s'est pas fait en un jour, au travers des premières opérations d'inventaire qui, comme je disais, sont des opérations plutôt d'inventaire du patrimoine 19e, plutôt dans la partie centrale de la ville. Pour nous, travailler sur cette période impliquait aussi toute une série d'adaptations, parce que justement certains types de programmes, par exemple, n'existaient pas auparavant, certaines typologies n'existaient pas auparavant, elles arrivent plus tard ou elles arrivent de manière nouvelle, différente, etc. Et donc, dans l'inventaire, on a un bâtiment du 19e siècle. Très probablement, on peut lui attribuer un style architectural, style qui était codifié, parce qu'il était repris dans des traités d'architecture qui indiquaient la manière dont on dessinait un bâtiment selon des codes d'un style. À partir du XXe siècle, cette codification n'existe plus. Donc déjà l'Art Nouveau, en réalité, n'est pas codifié. Donc quand on parle de style Art Nouveau, c'est déjà un peu... c'est pour faciliter la compréhension du public, mais en réalité, c'est plutôt un courant, un mouvement. Et tout le XXe siècle est composé de courants, de mouvements, d'intentions, etc. Et on utilise le mot style tout simplement pour faciliter la compréhension, disons, du grand public. Les conditions de production de la ville ont changé.
Et les référents culturels et esthétiques de l'architecture ont changé aussi. La société a aussi changé. Les 30 premières années après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'en France on appelle les 30 glorieuses, on construit d'une certaine manière, de manière très légère, souvent avec des matériaux pauvres, assez sommaires. Et à partir de la crise pétrolière de 1973, il y a un changement considérable qui s'opère dans les 2-3 ans. Le monde de la construction change parce que les nouvelles exigences thermiques font qu'on doit repenser complètement les modes constructifs. Et donc on voit par exemple changer complètement les châssis, les épaisseurs des murs, les matériaux de revêtement, etc. parce que les préoccupations se déplacent. Et donc, on voit comme toute la technologie de construction, elle, change aussi considérablement. Le 19e siècle, c'est un développement foncier de la ville. Vous tracez, vous percez, on disait, des voies, vous revendez des terrains le long de ces voies, donc vous faites un urbanisme foncier, vous faites ce qu'on appelle de la valorisation foncière. Au 20e siècle, parce que les normes avaient changé, parce que l'architecture du 20e siècle est une architecture qui, avant tout, une architecture qui voulait garantir la qualité, une qualité identique pour tout habitant de la ville. Quand on voit tous ces immeubles, un peu comme on l'appelle le boîte à chaussures, qui sont tous parallèles dans un grand parc, ils sont parallèles parce qu'ils ont tous exactement la même orientation. Donc toute cette question d'un urbanisme de tracé disparaît culturellement, c'est-à-dire qu'on n'en veut plus, pas que les architectes, personne n'en veut plus parce qu'on va chercher d'autres qualités. Et ça nécessite une autre façon de travailler et de fabriquer la ville, où vous ne pouviez pas simplement faire un plan avec des parcelles que vous revendiez à des gens qui vont faire la maison la plus belle possible mitoyenne à une autre. Vous travaillez directement avec des opérateurs immobiliers, qu'ils soient privés ou publics, donc les sociétés de logements sociaux ou des promoteurs. Et c'est en fait le XXe siècle, c'est la grande invention du promoteur. Le grand public a tendance, en comparaison avec l'architecture de style du 19e et ses grands axes perspectifs, ils disent ça c'est de l'art urbain, tandis qu'après c'est technocratique, mais en même temps on reconnaît les valeurs parce que dans le quotidien, ils disent oui mais j'aime beaucoup me promener par là. Et donc c'est ces éléments-là qu'on essaye aujourd'hui d'objectiver en disant mais regardez qu'il y a certains quartiers qui sont très intéressants. En fait, regardez que ces barres de logement que vous croyez toutes les mêmes ne sont pas toutes les mêmes et que certains sont plus intéressantes que d'autres. Certains ont des rez-de-chaussée qui s'ouvrent sur des parcs incroyables. Certains sont mis par rapport au canal, par exemple à Anderlecht, d'une manière tellement forte, tellement monumentale que c'est aujourd'hui un patrimoine réel qui construit le paysage de la ville. À partir d'une série de documents de base, qui sont toute une série de publications, de revues d'architecture, de livres, de guides déjà existants, on a créé une première base. On a vérifié ce qui existait déjà dans l'inventaire. On a superposé, disons, toutes les informations. On a créé un système de repérage par téléphone portable qui permettait donc, en prenant la photo du bâtiment, de très vite accéder à des sites où, par exemple, on a les permis de bâtir qui nous permettent de vérifier les dates justes de la construction pour qu'on reste justement dans notre période et aussi qu'on voit quand il y a eu des transformations. Dans ce genre d'études, il y a toujours un aspect collecte de données, traitement de données, etc. Et donc on est un peu habitué à devoir faire ce genre de choses. Nous utilisons des logiciels de cartographie avec différentes extensions et qui permettent donc de faire ce traitement de données. Ce sont des logiciels toujours des logiciels libres et en fait ça veut dire que ça nous permet de développer nous-mêmes ce qu'on va appeler finalement une application qui sera définie pour nos besoins exactement, pour les besoins de l'étude. On a fait une application qui permet de faire la collecte de données avec un smartphone parce que c'était très important dans l'organisation du projet de pouvoir collecter des données en extérieur, donc dans des conditions où on n'a absolument pas Internet. Dès qu'on repère un bâtiment
sur le terrain. On peut en prendre une photographie, on peut en noter une série de caractéristiques, que ce soit l'état du bâtiment, que ce soit sur le style, que ce soit la typologie. Est-ce que c'est une maison, est-ce qu'un immeuble de bureau, est-ce que c'est une maison d'habitation, est-ce que c'est un immeuble, un appartement? On a des cartes, on est géolocalisé et en fait sur nos GPS on peut voir les dates du cadastre par exemple. Donc on sait exactement quand on voit un édifice dans quelle période il a été construit. On peut aussi voir si ce bâtiment il a été publié dans une revue par exemple, une revue d'époque et donc si quelqu'un l'a déjà identifié comme remarquable. On peut aussi voir tous les bâtiments qui ont été repris dans la MAB. Donc c'est aussi une carte qui recense des biens remarquables en région bruxelloise. On a demandé à divers acteurs s'ils voulaient participer et alimenter notre base de données. Et donc quand on rencontre un bien, parfois on a déjà toute une série d'informations qui existent sur lui. C'est important d'avoir un outil qui soit assez sûr et qui soit bien ficelé, bien défini, parce que justement ça évite de faire des erreurs. Il n'y a pas si longtemps, ce genre de travail se faisait avec du papier et un bic. Et donc après, il fallait retranscrire tout, rentrer au bureau, tout retranscrire. Et évidemment, il y avait des erreurs qui se glissaient. Et puis on n'avait pas la possibilité, ne serait-ce qu'une localisation, par exemple. Comment on note ça avec un papier et un bic, c'est quand même pas simple. On note une adresse, mais c'est pas exactement la même chose. L'adresse, ça n'est pas exactement le bâtiment, c'est encore différent. Donc voilà, bah oui, c'est les logiciels de cartographie qui permettent de faire ce genre de choses.